Une fois de plus, bonsoir. Merci de suivre cette édition bilingue du journal sur Equinox Télévision. Nous vous le disions en titre, 16 ans après son premier titre de champion d'Afrique, l'équipe du Cameroun de football des moins de 17 ans est remontée sur la plus haute marche du podium cet après-midi en Tanzanie à l'issue de la 13e édition de la CAN U17. Au terme d'une finale très serrée contre la Guinée, les Lions du Cameroun se sont finalement imposés au cours de la séance de tirs au but sur le score de 5 buts contre 3. Les précisions de Dallas Tiana et Nana Paul Sabin. Les Lionceaux ont été sacrés au bout du suspense contre les cadets guinéens. Le match final de la 13e Coupe d'Afrique des Nations de 17 ans est demeuré indécis jusqu'à la fin de 90 minutes du temps réglementaire. Il a fallu passer par l'épreuve inhumaine des tirs au but pour départager les deux sélections. Le capitaine Steve Mvoué, Alioum Boubarak et leurs coéquipiers se sont montrés plus adroits en s'imposant sur le score de 5 buts à 3. Le Cameroun confirme ainsi sa suprématie sur la Guinée qu'il avait battue en match de poule à l'entame de ce tournoi sur le score de 2 buts à 0. Toutefois, ce second succès des Lionceaux ne s'est pas fait sans peine. Les cadets guinéens revanchards ont pu contenir les offensives de l'équipe adverse tout en se déployant en attaque placée sans pouvoir déstabiliser le compartiment défensif du Cameroun. Sans trembler, les Lionceaux ont dominé leurs adversaires sans toutefois concrétiser un nombre d'occasions franches assez important. En définitive, la logique a été respectée. Avec un parcours sans faute, marqué par 4 victoires et 1 nul, les Lionceaux montent sur la plus haute marche du podium 16 ans après leur premier sacre. La page de la 13e CAN en Tanzanie est tournée, reste ouverte la polémique sur l'âge des joueurs qui a émaillé ce tournoi et le défaut d'un championnat de football jeune au Cameroun. Précisons après ce reportage de Nana Paul Sabin que le Cameroun termine donc cette CAN en or. La Guinée a hérité la médaille d'argent et l'Angola occupe la 3e marche du podium avec la médaille de bronze après avoir battu 1 but à 0 hier samedi le Nigeria. En maths de classement, le meneur camerounais Steve Mvoué a été désigné meilleur joueur de la CAN Tanzanie 2019. La localité d'Akom 2 dans le département de l'Océan, région du Sud, est en agonie. Cette ville coloniale manque de routes en état, d'énergie électrique et pire encore, l'eau potable. Les précisions de Flavien Valondongo, Roger Takala. Des tout petits, accrochés sur le câble électrique, comme des vêtements sur une corde à sécher. Le risque est permanent, heureusement. On nous a abandonnés, on a fait des efforts pour avoir de la lumière. On n'a pas d'énergie, on n'a rien. Le réseau même on n'a pas. En effet, Akom 2, cette localité du Sud Cameroun n'a pas d'énergie électrique depuis des lustres. Occasion pour ces ignorants de courir le risque. Quand l'enfant rentre de l'école, sans énergie, il ne peut pas étudier. Pas l'argent, il y a la crise, les gens souffrent. Les installations électriques visibles ici sont une sorte de décoration pour cet arrondissement colonial qui peine à décoller. On ne sait donc pas qu'est-ce qui ne va pas, parce qu'il y a une adéquation entre les produits issus du sous-sol de la terre d'Akom 2 et son développement. Où va l'argent de ces produits-là? Pourquoi la ville ressemble à une ville du Moyen-Âge? Ça n'évolue pas. Effectivement, un vrai calvaire même. Nous sommes en souffrance. Les petites plaques solaires qui inondent le village sont une sorte de luxe pour des habitants qui broient le noir. Nous utilisons de petites plaques comme ça pour pouvoir apprendre, pour avoir un peu d'énergie, pour apprendre nos leçons. Et parfois nous utilisons même des lampes tempête. Akom 2 manque également de routes en état. Les passagers sont obligés de pousser le véhicule pour braver des zones de turbulence. Si, avant la grande saison de pluie, et que la route n'est pas bitumée vraiment, c'est que nous serons coupés complètement de pluie. Et là, il n'y aura rien à faire parce que même la voiture, même la moto, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de torche pour arriver à Clé. On paye plus de 10 000 francs pour arriver à moins de 86 km. Vraiment, nous sommes désespérés. Des voies d'accès endommagées par des gros porteurs
selon certains habitants de cette localité. Avec cette affaire des gruniers, comme ça la route devient impraticable. On va pousser les voitures de gauche à droite, avec la boue, n'importe comment. On ne peut même plus marcher à pied. À côté de toutes ces souffrances, les adolescents sont obligés de parcourir de longues distances pour chercher de l'eau, quel que soit l'endroit, le but étant de pouvoir étancher la soif, au risque des maladies hydriques. Ici, on fait 2 jours, 3 jours, une semaine même. L'arrondissement d'Akom 2 dans la région du Sud Cameroun est donc malade. Le mauvais état des routes, l'absence d'énergie électrique et d'eau potable méritent d'être soignés. Mettons le cap à présent sur la région de l'extrême nord, plus précisément dans la commune de Kolofata. Cette municipalité, qui est la plus affectée par la guerre contre Boko Haram, évalue les dégâts de ce conflit armé qui dure depuis plusieurs années. Réunis en session ordinaire, le maire et les conseillers municipaux ont dégagé de nouvelles perspectives pour relancer l'économie. Les précisions d'Amadou Daïrou et Gladys Sidi. La localité de Kolofata pense progressivement ses plaies après les multiples exactions de la secte Boko Haram. Durant plusieurs années, les islamistes ont dicté leurs lois, paralysant l'économie de toute la région de l'extrême nord. Avec le calme précaire qui règne, les autorités se sont réunies pour trouver des voies et moyens pour la relance des activités en vue de l'amélioration des conditions de vie des populations. Dans le domaine scolaire, nous avons mis l'accent sur vous savez que sur une cinquantaine d'écoles, moins d'une quinzaine sont fonctionnelles. Et maintenant, avec la reprise de la vie normale, notre premier souci est de réhabiliter les écoles qui ont été détruites par la secte Boko Haram. En même temps que nous renforçons avec des bâtiments nouveaux les écoles qui sont fonctionnelles. Bon, en matière d'adduction d'eau, la ville de Kolofata elle-même bénéficie de l'adduction d'eau à partir du barrage de la retenue de Mokolo. Mais il faut comprendre que la population de Kolofata a triplé. Et donc cet approvisionnement en eau à partir du barrage de Mokolo nous soulage en grande partie, mais ne satisfait pas tous les besoins. Éducation, santé, sécurité, accès à l'eau potable, pratiquement tous les secteurs ont été paralysés à la suite de la guerre contre Boko Haram. De nombreuses localités ont été coupées les unes des autres suite à la dégradation du réseau routier. Réunis en groupe, des jeunes de Kolofata tentent aujourd'hui de réhabiliter les routes. Il y a un changement. Nous encourageons les jeunes de vraiment s'organiser de cette manière. On les encourage de faire prochainement même comme ça, de venir nous porter secours pour réhabiliter notre piste entre Mora, Kerawa, le carrefour de Gansé jusqu'à Amchide. La commune de Kolofata a été affectée par la guerre contre Boko Haram. La session ordinaire de son conseil municipal a permis d'évaluer une fois de plus les dégâts et de faire des projections budgétaires pour l'année en cours. Et la commission Moussongé peut-elle être une bouée de sauvetage face aux menaces graves qui planent sur le vivre ensemble? L'ambassadeur d'Israël de passage au Cameroun voit en cette instance un instrument de haute importance et souligne que son pays a des propositions à apporter. Le compte rendu de Joël Essengue et Gizogo. À son tour, Israël, par son ambassadeur, a rendu visite à la Commission nationale de la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme. L'ambassadeur d'Israël au Cameroun indique avoir échangé avec son hôte, Peter Mafani Moussongé, sur l'importance de la Commission nationale du bilinguisme. We at the Embassy of Israel, together with the rest of the international community, we think that the work of the Commission is critically important, not just for Cameroon, but for the entire region. And we wish the Commission and the President personally success. En outre, Israël annonce aussi disposer d'un projet qui pourrait s'avérer utile au dialogue au Cameroun. We also use the opportunity in order to share with the President an idea that we have about starting a mentorship program in Cameroon, which would contribute to dialogue on a grassroots level among students, both at school and universities.
Avec cette visite, c'est le énième diplomate qui franchit le seuil de la commission du bilinguisme depuis le début de ses activités. Celle-ci dispose ainsi d'un grand nombre d'avis sur les expériences culturelles et multiculturelles de par le monde. Évoquons à présent cette peur qui gagne progressivement la Sanaga maritime dans la région du littoral. Ce département est envahi depuis plusieurs semaines par une race d'insectes réputés dangereux pour l'homme. Les simulis, communément appelés mout-mout, se distinguent par leurs piqûres irritantes. Les précisions d'Eko Kalobé, François Dikoumé et Kedjara. Pour ceux qui ont visité la Sanaga maritime et ses environs, il est impossible de n'avoir jamais entendu parler du mout-mout, du nom de ce moucheron piquant, fortement répandu dans le département et à l'origine de nombreuses agressions de la peau. Pourtant, si les riverains ont toujours été habitués à sa présence, ils assistent depuis quelques semaines à une véritable invasion de l'insecte. C'est un phénomène qui va grandissant au fil des ans. Chaque année, on constate qu'il y a plus de mout-mout que l'année passée. Cette année encore, c'est très très grave. Les gens ne parviennent même pas à vaquer dans leurs occupations champêtres parce qu'il y en a tellement. Les gens restent dans les chambres, dans leurs moustiquaires, attendre la tombée de la nuit. Ils ne peuvent pas aller au champ. Parce qu'il y en a tellement. Il n'y a malheureusement pas que les activités champêtres à être freinées par cette invasion d'un autre genre. Les élèves aussi en sont des victimes. Ça gratte et ça nous empêche de bien suivre les cours et ça se pose sur notre corps et on commence à taper, comment ça nous gratte. Les petits boutons commencent à sortir sur nos mains. Toute chose qui a un effet sur leur concentration. Le secteur du tourisme est lui aussi touché par cette invasion. Nous avons des visiteurs qui arrivent à visiter la réserve, mais l'un des freins à l'activité touristique, surtout en cette période-ci, entre la transition saison sèche et saison pluvieuse, il y a le développement des mout-mout qui se passe ici dans la basse Sanaga. Et il faut dire que ces mout-mout-là s'observent dans le lac Ossa et aussi tout au long du fleuve Sanaga en cette période-ci. Et également, elles ont pour impact, c'est que les touristes ne peuvent pas bien se mouvoir avec ces mout-mout qui essaient de picoter les gens et tout et tout. Mais également, nous pouvons dire que c'est un grand frein à l'activité touristique sur le long de la Sanaga et dans tous ces bas Sanaga. Alors, pour se défendre, les riverains rivalisent de malice. Ils achètent soit des insecticides, soit des crèmes anti-moustiques. Bon, pour se protéger. Mais bon, quand on n'a pas les moyens, on fait avec ce qu'on a. Par exemple, porter des écharpes, se couvrir le corps avec des écharpes, des vêtements à longue manche ou bien des chaussettes. Rajoutez à cela les méthodes et astuces de grand-mère qui consistent à fabriquer des repulsifs naturels à l'aide de l'huile de palmiste et du citron. Seulement, il s'agit là des formules qui ne fonctionnent que partiellement car certaines parties du corps restent malgré tout exposées et à force de piqûres, des problèmes de santé surviennent. Ils peuvent provoquer des maladies comme les maladies cystées des rivières qu'on appelle ischiocampylococétose, qui se caractérisent par des manifestations cutanées, du genre démangeaisons, des petits bosses au niveau du corps, des petites cicatrices, et des manifestations oculaires, comme les yeux rouges, les larmes, qui peuvent même entraîner la cécité. Las d'utiliser des moyens de fortune pour se mettre à l'abri, les riverains se sont retournés vers des associations en vue de combattre scientifiquement la simulie, une action plutôt mal vue par le gouvernement. Nous avons discuté avec quelques associations de riverains qui pensaient mener un combat à travers l'introduction d'un insecte qui pourrait combattre la simulie, mais nous leur avons demandé de faire très attention avec ce type de pratique parce que cela pourrait avoir un impact soit sur l'environnement, soit sur l'agriculture. Donc il vaut mieux attendre une étude que le gouvernement ne manquera pas de commettre. Nous interpellons également les sociétés industrielles et agro-industrielles parce que de temps en temps, Alucam, Eneo et les autres procèdent à un traitement du lit de la Sanaga et on sent une accalmie au niveau de ce phénomène-là. Je vous remercie.
En attendant la mise sur pied de solutions durables, le ministère de la Santé lance chaque année un programme de prévention axé sur la distribution d'un médicament phare, appelé le Mectizan. Malheureusement, ce n'est pas tout le monde qui accepte de s'y soumettre. Nous avons remarqué lors des précédentes distributions du Mectizan que des familles ont encore certaines réticences à boire ce médicament qui vraiment aide beaucoup pour cette maladie. La distribution de Mectizan pour le compte de cette année n'a pas encore commencé, mais les autorités font savoir que la couverture étant d'1 an, les riverains qui se sont soumis au traitement l'année passée n'ont donc pas de souci à se faire. Et ce reportage de Kediara met un terme à la première partie de ce journal. À présent, la seconde, elle est en langue anglaise avec vous, Innocent Nazé. Good evening once again. Une fois de plus, bonsoir à vous, Julien Beth, and to you, viewers, good evening once more. Thanks for staying with us. After his abduction and release Saturday, the national chairman of the Social Democratic Front Party, Nijon Funzi, remains firm in his decision in the face of secessionist fighters that he will not compel his representatives to resign from the National Assembly. The national chairman of the Social Democratic Front was speaking, among other issues, at his Staricon residence in Bamenda. Mustela tells us more. So if I agree the Berry Banatim out, tomorrow I enter Seoul and the suicide Banatim, what I will tell them. So I must go to Berry Banatim. This declaration was made at the Tarikon residence of the national chairman of the Social Democratic Front Party shortly before his departure to Njafnu in Bui division of the Northwest region for the burial of a man he called son. Before the convoy he was leading arrived Kumbu town, the trip was interrupted for Nijon Frunzi and some persons in his car as they were taken into the bush by armed men believed to be the separatist fighters, while the remains of the late Honorable Joseph Badazem Lukong continued to his rest place. When we first got to Wainama, the Amber boys there told us that they were told that we were coming with the army. So they searched the cars, they didn't see any members of the armed forces. We continued. When we got to SOP, there are those of SOP that halted the convoy again and told the other people to go, but that I should come talk to them. I happily went to talk to them, but when I got there, I realized that I'd been abducted. The national chairman was released same day, Saturday, April 27th, after spending over 5 hours discussing with his abductors. He then moved to Kumbu to bid farewell to his son, who was buried in his absence, before setting on his trip back to Bamenda. Speaking to some journalists at his residence shortly after his arrival, the national chairman rather disclosed some of the things he told his abductors. For the 6.5, 7 hours I was with them, I'm happy I had the wonderful opportunity to talk my mind to them and to give them my own point of view. And I realized that there were many things that were going on that the boys didn't know. And people have been very frightened. Instead of going closer to talk to them, they are talking from distances and not putting down the firm facts the way they should be. As to what guaranteed his release and his appraisal of the situation on the ground, the national chairman says this and more will be contained in a letter he will be sending to the presidency in the days ahead. This particular letter will be coming after Chairman Frunzi had declared in one of his outings he will never again write to the head of state. It's the circumstances that avail themselves for me to once more put down certain points in writing. Because when I write, it's there on record for you to know that yesterday this man addressed this. Saturday, April 27, 2019 is going down history as the day when the man who courageously launched the Social Democratic Front Party in 1990 amid threats is the same man whose Babatu residence was burnt, cattle looted, brothers and sisters kidnapped, brother and worker still in captivity, was himself abducted on his way to bury a man he called son.
The chairman wouldn't comment about his release, but maintains he was not in any way molested by his abductors. We stay with our Northwest regional correspondent Bustela, who tells us that Joseph Banazem has finally met or visited his ancestors. He has equally left the Social Democratic Front and equally his family to mourn him. Bustela once more. At the Tarinkon residence of the national chairman of the Social Democratic Front Party, the flag is hung at half-mast. They are in tears for the loss of a son, father, friend, parliamentarian and parliamentary group leader, Honorable Banazem Joseph Lukong. Not even a wind could wave the flag hoisted this day. A mass in his honor was offered at the Tarinkon residence of the party's national chairman. In his homily, Reverend Father Humphrey Tatambwe had the following message for the mourners. It is worthwhile reminding ourselves that human blood. We'll be coming back to that report in a subsequent edition of the newscast. We now take you to Akomtu, that's a locality in the south region of Cameroon, to tell you how the population are living in deplorable conditions. They lack almost the entire basic social amenities. Immaculate Fogwe. Coming in contact with electric cables has always been regarded as a no-touch zone for either adults or toddlers. But in the town of Akomdu in the south region, grabbing electric cables and using them as an instrument of having fun is a reality felt in that locality. This is due to the fact that inhabitants of Akomdu have been living for years now without any power supply in their area. Our roads are bad, poor communication network, and lack of energy are some of the problems we are facing in our locality. Even listening to news from our radio sets is a nightmare. It is just as if we are not living in Cameroon. The town of Akomdu is not evolving nor witnessing any development, though very rich with natural resources like gold, iron and wood. With all these riches, no impact is being felt. Where is the money gotten from the sale of these resources going to? Conserving our foodstuffs is now a nightmare. We are forced to rely on solar energy, which sometimes fails us. What can we really do? The lack of electricity is posing a great threat for us. When our children come back from school, they cannot study in the evening because the whole area is in darkness. They are calling on authorities concerned to bring up lasting solutions that can help solve the problem of no energy supply, poor roads, and poor communication network in their locality. And calm is gradually returning in Obala, a locality in the central region of Cameroon, after a violent confrontation between two groups that led to the death of one person. Security forces have done their best to ensure the return of normalcy in Obala. Smanjukan Gabriel. Life has returned to normalcy in Obala after the horrible scene that was witnessed in the town within the week. Sons and daughters of the town have decided to reinforce the concept of living together. We have to collaborate with the other communities to strengthen living together. The Bible itself said it, everyone should be up on his feet. I'm glad everyone asks for pardon. Presided by the senior divisional officer of Lekie, the gathering ended with several resolutions which all were geared to instilling peace in Obala. We all have recognized our mistakes. We should apply the instructions, particularly that concerning the vigilante groups. Celle qui concerne la routinisation des comités de vigilance. Nous vivons un phénomène. We are going through hell here, Mr. Senior Divisional Officer. If you like, come here in the evening. You will realize that the rate of insecurity is high, that even sending a child is a problem. All present at the crisis meeting went home with the resolutions
taken. As one person, we shall fight against tribalism in our different communities who have been living together for years now. Put in place an advisory body whose role is to calm down tempers of different ethnic groups in Obala. Et de prévenir ou de modérer les tensions entre les différentes communautés sociologiques qui composent la localité d'Obala. The senior divisional officer of Lekie again used the occasion to warn against the illegal sales of hard drugs like tramadol. Apart from hard drugs, the sales of alcoholic drinks to underage and urban disorders are some of the things that authorities in Obala will have to fight against for them to keep away the ugly incident that occurred in Obala last Wednesday, leaving 1 person dead and 12 persons injured. And the Cameroon Association of English-speaking journalists, CAMASESD, has granted some humanitarian aid to internally displaced persons of the Anglophone crisis in Bonaberi, Douala 4 subdivision of the Littoral region and other localities in the nation's economic capital. This gesture, comprising bags of rice, oil, soap, to mention but a few, is part of activities to celebrate World Press Freedom Day on May the 3rd. The gifts were gladly received by the victims of the armed conflicts between restoration forces and the military in the northwest and southwest regions of Cameroon. Some of the internally displaced persons say the gesture was very timely, as they have been starving or have very little to eat due to the overcrowded homes. Others confirm difficulties in surviving in Douala and environments they have never lived there. Most of the IDPs' children have not been able to continue school due to financial constraints. We now take a listen to one of the IDPs who received this gesture from CAMASESD. I'm totally moving because as there was gun shooting all over Moyoka in our quarter. So I asked my mother that no, now as there is gunshot, I don't need to join the school because I was a student. So I called one of my uncle here in Douala. He said, no, can I join him in Douala? So when I came in Douala, too much of suffering and cold. There is nothing to eat here in Douala, and life is very difficult here. So I have my documents. I have the advanced level. So I've been trying to apply in the company of Savon. They cannot receive me. So just actually this afternoon, as I see you people, before I try to join people, one of my cousins just think at me that I know I should join this my colleague, that they are here to help the English people. And the under-17 Lions of Cameroon are winners of the 2019 under-17 champions or African Nations Cup that played in Tanzania. They defeated their opponents, Guinea-Conakry, that is 5-3 as in a penalty shootout in a goal or a match that ended 90 minutes 0-0. And that's it for this 8 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. Thanks for watching. Have a splendid night. Julien Beth, bonne soirée. Très bonne soirée à vous, Innocent Nazé. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition bilingue du journal. Merci de l'avoir suivi.